M. Paul Héroux est un toxicologiste, un physicien et un scientifique ayant une expérience en physique. Il possède un bac en sciences, une maîtrise en sciences et un PhD. M. Héroux a travaillé pendant 15 ans en génie et en sciences de la santé pendant 30 ans. Il a débuté sa carrière de chercheur à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec à Varennes, situé au Québec, un laboratoire électrotechnique de renommée internationale. Après avoir complété sa formation par des cours de biologie et de médecine, il s'est intéressé à la santé publique et a été nommé professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université McGill, où il est l'actuel directeur du programme de santé au travail et également scientifique médical au département de chirurgie du Centre de santé McGill. Aujourd'hui, M. Héroux nous parle de la technologie 5G. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la 5G et du problème à savoir, est-ce que la 5G est appropriée pour notre société? Donc, j'ai divisé cette petite présentation en plusieurs parties. D'abord, les caractéristiques de la 5G pour vous rendre familier avec ce que c'est. Après ça, on va parler des impacts sanitaires de la 5G. On va parler de la multiplication des antennes. On va parler des bienfaits pour la société s'il y en a. On va parler des gouvernements coercitifs. Et finalement, on va parler du mythe de l'intelligence artificielle. Bon, donc, tout d'abord, les caractéristiques de la 5G. Comment est-ce que la 5G est différente des générations précédentes? Bien, effectivement, dans le passé, on avait la première génération, la deuxième, la troisième, la quatrième, et maintenant on est rendu à la cinquième. La première génération, c'était les très gros téléphones cellulaires qui fonctionnaient par ondes analogiques. À partir de la deuxième génération, les téléphones se sont rétrécis considérablement et ils avaient la capacité d'envoyer des textos. En d'autres termes, on pouvait communiquer non seulement par la voix, mais en envoyant des lettres. Et avec la 3G, on a ajouté des choses comme l'accès à l'Internet. Et donc, on avait en quelque sorte à ce moment-là une panoplie relativement complète de voix, de textes et d'accès à pratiquement tout le matériel de l'Internet. Avec la 4G, on a voulu accélérer essentiellement la vitesse, rendre les choses encore plus fonctionnelles. La 5G est une évolution, je dirais, un peu plus troublante que les évolutions précédentes parce qu'il y a beaucoup plus de conséquences du point de vue, je dirais, sociologique, du point de vue psychologique et du point de vue moral vis-à-vis de la 5G. La 5G, malgré le fait que ce soit en quelque sorte une amélioration technique, ça a beaucoup de conséquences du point de vue du déploiement des systèmes sans fil à proximité des individus. Donc ça a beaucoup de conséquences. En fait, si on regarde l'aspect technique de la 5G, la volonté de l'industrie, c'est d'augmenter le débit des données. Le débit des données, c'est en grande partie relié à la largeur de bande qui est permise. En d'autres termes, plus on a la propriété d'une grande largeur de bande, plus on peut envoyer des données de manière rapide. Et en réalité, la 5G veut aller vers des fréquences supérieures, tout simplement parce que dans ces fréquences supérieures-là, on peut obtenir plus d'espace, on peut obtenir plus de bandes. Mais en allant dans ces fréquences-là, il y a des difficultés techniques qui surgissent très rapidement. La première difficulté, c'est que dans ces fréquences-là, l'air est moins transparent qu'aux fréquences plus basses, en d'autres termes, autour de 1 GHz et plus bas, que nous utilisons pour la téléphonie cellulaire à l'heure actuelle. Et donc, il y a de l'absorption par les molécules d'eau. Il y a de l'absorption par l'oxygène. Donc, l'air est moins transparent.
Une autre difficulté, c'est que les fréquences supérieures ont tendance à moins pénétrer. En d'autres termes, il faut crier plus fort pour arriver à son objectif. Donc, en plus de ça, en réduisant la longueur d'onde, parce que quand on augmente la fréquence, on réduit la longueur d'onde, bien, les antennes peuvent recueillir moins de signal par unité de distance. Donc, tout ça, ça fait que dans un système 5G, si on veut avoir un débit accéléré de données, et si on tient compte des caractéristiques physiques des ondes électromagnétiques, on va devoir crier plus fort. Et ça, c'est un problème assez important parce que quand on crie plus fort, ben, on casse davantage les oreilles des utilisateurs. Et on va voir dans quelques instants ce que ça peut vouloir dire. Dans la 5G, l'industrie prévoit d'avoir plusieurs bandes de fréquences. La bande basse, qui est très semblable à ce qu'on utilise à l'heure actuelle. La bande moyenne, qui peut-être est autour d'une dizaine de gigahertz, et après ça, la bande supérieure, qui est à très haute fréquence, pour avoir des données en plus grande quantité. Ce qui se passe quand on augmente la fréquence, c'est que les radiations pénètrent de moins en moins, en particulier dans le corps humain. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, on est à quelque chose comme 50 gigahertz, qui est une fréquence même supérieure à la plus haute fréquence envisagée couramment pour la 5G, la pénétration dans le corps des ondes est de seulement 1 mm. On peut voir cette pénétration-là de deux manières. Ou bien on peut se dire, ben, ça ne pénètre pas beaucoup, et cette pénétration-là, c'est la distance dans le corps où les 2/3 de l'énergie du signal a été absorbée. 1 mm, dans le fond, ça ne veut pas dire que ces ondes-là n'interagissent pas avec le corps humain. Parce que si on considère les radiations ultraviolettes qui donnent le cancer de la peau, ces ondes-là ont une pénétration de moins de 0,1 mm. Donc, l'argument suivant lequel les ondes du 5G ne sont pas nocives parce qu'elles ne pénètrent pas est absolument non recevable. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de spécifique vis-à-vis du 5G? Le 5G en particulier cherche à augmenter la capacité de notre atmosphère à transmettre beaucoup de signaux dans toutes les directions. Pour réussir à faire ça, on ne peut plus se permettre d'irradier dans toutes les directions. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des faisceaux de 5 à 10 degrés de largeur. C'est pas très large tout ça. C'est dirigé vraiment dans une direction particulière, spécifiquement sur l'utilisateur qui utilise une fréquence. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ne dépense pas d'énergie ailleurs et on communique avec un utilisateur, on sait exactement où il est. Et ça, c'est une technique, en fait, qui est extrêmement ancienne. Si on se réfère, par exemple, j'ai une diapositive ici du MiG-31. C'est un intercepteur, un chasseur, un avion de combat russe. Et cet intercepteur-là, il avait dans le nez le Zaslon N007. En 1981, déjà, on avait des radars qui fonctionnaient avec la méthode 5G, en d'autres termes, qui envoyaient des faisceaux de radiation dans des directions précises. Dans le cas d'un chasseur, c'est très utile parce qu'il veut repérer ses ennemis sans être repéré lui-même. Donc, il envoie des faisceaux très brièvement, et s'il reçoit un écho, il a détecté un ennemi, mais le reste du temps, il est effectivement silencieux pour les détecteurs des autres. Donc, ça fait très longtemps qu'on connaît ces techniques-là. Et là, maintenant, ces techniques-là, qui étaient la propriété des militaires, comme beaucoup de choses, finissent par, je dirais, se répercuter ou avoir des applications dans le domaine commercial. Et comment est-ce qu'on fait pour fabriquer ces faisceaux-là? C'est une méthode très simple. C'est qu'on utilise un grand nombre de petites antennes dont on change l'amplitude et la coordination pour essentiellement envoyer des radiations dans une direction ou dans l'autre. C'est quelque chose qui est très bien connu et qui marche effectivement très bien. Là, j'ai une image qui montre des antennes 5G qui veulent s'implanter essentiellement sur les poteaux, par exemple, d'Hydro-Québec ou les poteaux de Bell Canada, un peu partout dans nos villes. Et leur intention, en fait, c'est de densifier considérablement le nombre d'antennes. Et ces antennes-là ne sont pas très grandes.
elles ne sont pas très hautes, elles sont très différentes des antennes cellulaires auxquelles on est habitué jusqu'à maintenant. Donc, ce sont des objets qui sont plus petits, mais qui sont beaucoup plus près des utilisateurs. Et le réseau complet de la 5G va, comme je vais vous l'expliquer un peu plus tard, consommer beaucoup plus d'énergie que le réseau 4G, tout simplement parce que bien qu'il y ait, je dirais, une économie dans le sens qu'on émet des radiations juste dans une certaine direction, on maximise tellement le nombre d'antennes et on utilise des fréquences élevées. Et lorsque vous avez des circuits électroniques, plus la fréquence est élevée, plus ça bouffe de l'énergie. C'est inévitable. Et on essaie effectivement, j'ai une autre photo ici devant une église, où on montre une antenne 5G sur un lampadaire qui est, ma foi, relativement joli. Donc, l'intention de l'industrie, c'est de camoufler et de dissimuler ces antennes-là un peu partout. Et quand je parle d'un peu partout, je veux dire même dans les trottoirs. Donc, l'industrie a des ambitions extrêmement grandes vis-à-vis de la prolifération de ces antennes-là. Et à mon avis, ça pose un problème d'hygiène. Pour ce qui est d'un portable, si on pense à un téléphone cellulaire, est-ce que lui aussi peut diriger ses radiations dans des orientations particulières? Mais effectivement, on a développé des puces qui ont des réseaux de petites antennes qui peuvent effectivement envoyer les radiations dans une direction ou dans l'autre. Évidemment, ça fait des faisceaux qui sont un peu plus concentrés, qui vont passer peut-être à travers votre main dans certains cas, et cela aussi, ça pose un problème d'hygiène. Et les indications sont que les téléphones et les antennes de 5G risquent fort d'outrepasser les limites sanitaires thermiques qui sont soutenues par le gouvernement canadien, par exemple. On va parler de ça un peu plus tard. Maintenant, j'ai une diapositive ici qui vous montre l'évolution de l'exposition humaine aux ondes électromagnétiques au cours du temps. Alors, on a une courbe. Sur la base de la courbe, on a les différentes fréquences. Sur le haut de la courbe, on a l'intensité. Et la courbe verte, en fait, c'est l'environnement naturel. Ensuite, on a une courbe, une couche jaune qui s'est ajoutée, un peu comme du sable, qui est l'irradiation électromagnétique des années 1950. En orange, on a la contribution des années 80. Et finalement, en rouge, on a la contribution des années récentes. Donc, on parle de 2010 environ. Et les petites lignes que vous voyez en haut sur ce graphique-là illustrent les limites de la chaleur dont on va parler un peu plus tard. Mais ce que vous notez, c'est que les limites en rouge s'approchent de très près des limites légales. Et ça, c'est un problème pour la 5G parce que dans certains pays du monde où on était plus sobre vis-à-vis des irradiations humaines, on a demandé au gouvernement, comme à Bruxelles par exemple, d'augmenter leurs limites, en d'autres termes, de rendre les humains plus tolérants pour accommoder leur équipement. Et ça, c'est quelque chose qui revient périodiquement dans l'histoire des ondes électromagnétiques. On développe des nouveaux équipements et là, subitement, la tolérance des humains aux radiations augmente en même temps. Vraiment étrange. Maintenant, parlons des aspects sanitaires de la 5G. Et pour bien comprendre cette situation-là, il faut quand même reculer assez loin dans l'histoire. À une certaine époque, sur un champ de bataille, pour transporter des messages, on utilisait, ce que j'illustre ici, un messager sur une bicyclette. Évidemment, il était un peu à risque, cet individu-là. C'était pas très, très drôle. Et c'était pas une méthode de transmission et de communication dans les urgences qu'on a sur un champ de bataille qui était extrêmement efficace. Mais heureusement, la technologie est glorieusement venue à la rescousse de ce pauvre petit messager. Et là, maintenant, j'ai une autre diapositive où je vous montre une installation sur un fourgon, essentiellement, d'un émetteur radio qui permet à des unités en cours de guerre de communiquer entre elles. Merveilleux. Donc, on a réussi à accommoder, je dirais, la logistique militaire
avec des technologies même relativement simples à cette époque-là. Mais maintenant, le rêve actuel du militaire contemporain, c'est d'avoir des communications absolument étendues et je dirais instantanées à travers, entre tous les organes d'une armée. Et ça, je dirais, des exigences vis-à-vis des télécommunications qui sont très, très, très puissantes. C'est pour ça que les militaires sont extrêmement favorables à toutes les évolutions possibles du sans-fil. Et franchement, je trouve qu'en temps de guerre, il n'y a personne qui va s'inquiéter du fait qu'on utilise du sans-fil. La vraie question, c'est comment doit-on gérer notre environnement en temps de paix? Donc, qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de l'établissement des standards? Et là, je vous montre une image de la bombe atomique. Et ça, c'est dans le sujet, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu énormément de recherches et d'investigations qui ont été faites vis-à-vis des effets sur la santé des radiations ionisantes telles qu'elles étaient produites par les bombes atomiques. Et ça a en quelque sorte créé un biais dans la science et dans la perception du public vis-à-vis de ce qui représente un danger. En d'autres termes, lorsqu'on est menacé par la bombe, il y a bien d'autres effets qui, je dirais, on comprend un peu moins au sérieux. C'est absolument naturel. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que les limites actuelles qui vous protègent des ondes électromagnétiques ont été élaborées. Et les discussions vis-à-vis du niveau approprié pour les ondes électromagnétiques, en d'autres termes, ce qu'un humain peut tolérer, ça a été une discussion qui a duré relativement longtemps, sur plusieurs dizaines d'années en réalité. Et ici, j'ai une diapositive qui montre deux individus. À gauche, le biologiste Alan Frey et à droite, le biophysicien Hermann Schwann. Et ces deux individus-là avaient des opinions complètement différentes parce que le biologiste était sensible au fait que les gens potentiellement pourraient être exposés à ces radiations-là pendant 24 heures et toute la semaine. Et il était extrêmement intéressé aux phénomènes biologiques qui étaient déclenchés par ces radiations-là. Le biophysicien Hermann Schwann avait une attitude extrêmement différente. Lui, il s'intéressait essentiellement aux effets thermiques de ces radiations-là. Et on va reparler un peu de lui un peu plus tard. Mais, ultimement, il a fait la promotion de retenir un seul critère pour les effets sanitaires des ondes électromagnétiques, c'était le critère de l'échauffement. En d'autres termes, tout se passe comme dans votre four micro-ondes, et à l'extérieur de ces échauffements-là, vous n'avez absolument rien à craindre. Ça, c'est une attitude que je trouve extrêmement curieuse et je vais vous expliquer pourquoi elle est devenue importante. Alors, en 1966, on a maintenant l'établissement d'un standard sur les ondes électromagnétiques. Et ça a été établi par un comité. Et ça, c'était l'époque de quoi? De Sputnik, de la guerre froide, du sénateur McCarthy. Toutes ces choses-là, je dirais, attisaient le public américain en particulier vis-à-vis de la défense. Il se disait, les Soviétiques sont en train de nous voler l'hégémonie mondiale, on doit réagir. Et une des conséquences de ça, c'est que de vouloir restreindre l'utilisation des ondes électromagnétiques en ayant des standards plus bas, c'était considéré comme étant non patriotique. Donc, le comité qui a établi les limites sanitaires pour les ondes électromagnétiques était constitué de 10 personnes de l'armée, une personne de l'Institut du pétrole, un de l'administration spatiale, un de General Dynamics, qui fabrique des chasseurs, un du Trésor américain et d'une seule personne, probablement bien choisie, des services publics de santé. Et je dirais que ce biais-là, d'avoir un standard qui satisfaisait parfaitement les militaires, a été maintenu jusqu'à présent, et on va voir pourquoi. En d'autres termes, ce standard-là a été passé des militaires vers une association qui s'appelait l'American National Standards Institute, ensuite à l'Institut des ingénieurs en électricité et en électronique,
et après ça, à la FCC. Et le point de vue, je dirais, qu'il faut reconnaître, c'est que toutes ces institutions-là étaient des institutions qui n'avaient pas d'expertise en santé, mais qui avaient énormément d'intérêt à garder les standards extrêmement élevés. Et la vraie question ultime, c'est est-ce que les standards qui sont appropriés pour un militaire qui est dans un chasseur F-16, est-ce que c'est approprié pour votre fille qui est en 2e année à l'école? Et moi, je pense que non. Donc, quels sont les facteurs qui déterminent les limites sanitaires? Et ce que je dis, c'est que les limites que nous avons actuellement sont myopes. Et comment on contrôle un standard? C'est qu'on choisit les individus. Et Hermann Schwann était idéal parce qu'il croyait que les limites devaient être déterminées par l'effet des radiations qui était le moins controversé. Donc, il a choisi spécifiquement la chaleur. Et la chaleur, bien sûr, produit des limites extrêmement élevées. Donc, ces groupes qui étaient contrôlés par l'industrie, l'American National Standards Institute, l'I3E et la FCC, pour eux, c'était très facile de générer de la controverse dans leur milieu ou dans les conférences qu'ils organisaient sur demande, sur des choses qui les troublaient et qu'ils ne voulaient pas inclure dans leur barème, je dirais, d'évaluation. Et le résultat, ça a été que des informations absolument critiques et essentielles pour la protection humaine ont été rejetées. Des gens comme Alan Frey, Zaret, l'ophtalmologiste, et Carl Blackman ont été tout simplement écartés et un standard a été développé pour les producteurs et les utilisateurs industriels et militaires. Et évidemment, à cette époque-là, je dirais, les radiations étaient relativement limitées et peu utilisées, alors qu'aujourd'hui, elles sont partout. Donc, c'est une très grande différence. On a également restreint le choix des variables à considérer. Donc, si on considère la chaleur seulement comme variable, par opposition à toutes les choses importantes comme le cancer, la stérilité, les effets neurologiques ou l'hypersensibilité électromagnétique, parce qu'on a créé une population de gens qui se sentent très mal à l'aise dans le milieu électromagnétique actuel, mais naturellement, on peut en venir aux conclusions qu'on veut parce qu'on ne voit qu'une chose et tout le reste est exclu. Et on peut résister à toute interprétation des effets biologiques. En d'autres termes, ce que les biologistes observent en laboratoire, on ne va pas en tenir compte. On va simplement dire que ce sont des observations intéressantes et fantaisistes. On ne va pas faire d'efforts pour essayer de décortiquer les conséquences sanitaires, en particulier à long terme de ces observations-là. Et également, on a fait des choix, comme de faire l'intégration ou le moyen-âge des ondes sur 6 minutes pour voir quels effets il y avait en conséquence de l'exposition. Et naturellement, 6 minutes, c'est beaucoup plus court que la longévité humaine de 70 ou 80 ans. On a en quelque sorte restreint, je dirais, le champ de vision des organismes de standardisation avec l'intention pratiquement déclarée d'arriver à des standards extrêmement élevés. Et les arguments qu'on a utilisés pour défendre ces limites élevées, c'est qu'on a dit que ce sont des signaux qui sont non ionisants. Et ça, évidemment, ça utilisait le choc de la bombe atomique, ou en tout cas l'influence psychologique que la bombe atomique avait eue sur le public. On disait, c'est pas relié aux bombes atomiques, ça ne doit pas être dangereux. Et on disait également que ces signaux-là sont beaucoup trop faibles pour affecter le matériel biologique. Mais malheureusement, ces deux choses-là sont toutes les deux fausses. Et là, je vous montre une phrase qui m'a marqué. Le docteur Gary Woods, dans une réunion du comité du New Hampshire qui étudiait les effets sanitaires de la 5G, il m'a un peu sidéré en disant, en répondant à l'argument que les ondes électromagnétiques sont non ionisantes, il a dit « Mais le corps humain est déjà ionisé. » Et c'est une évidence absolument frappante. En d'autres termes, le fait que les radiations soient ionisantes ou non
n'a pas tant d'importance ou n'a pas d'importance du tout dans le cas des ondes électromagnétiques parce que le corps contient déjà énormément d'ions qui vont être influencés par les ondes électromagnétiques. Il contient des électrons délocalisés, il contient des protons qui circulent et ce sont ces charges-là qui sont influencées par les champs. Et j'ai énormément de respect pour le Dr. Gary Woods. Vous voyez, c'est un physicien de formation. Alors, ce gars-là, il entre à l'université, il prend le cours qui est le plus difficile et qui s'est, je dirais, récupéré comme chirurgien de la main. La chirurgie de la main, c'est quelque chose c'est la chirurgie la plus complexe qu'on peut trouver. Donc, c'est pas un individu qui, je dirais, qui ménageait ses efforts dans sa vie. Et j'ai été absolument charmé de le rencontrer parce que c'était la première personne que je rencontrais dans un comité de ce genre-là qui comprenait immédiatement et complètement la question. Alors, une des choses, par exemple, que l'industrie a faites pour essayer de, je dirais, de restreindre l'attention du public, c'est qu'on a utilisé ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique. En d'autres termes, ils disent, la seule chose qui est importante, c'est de savoir jusqu'à quel point votre corps chauffe sous, par exemple, l'effet de votre téléphone cellulaire quand vous l'avez contre la tête. Ils ont dit, c'est tout ce qui compte, la chaleur. Mais en réalité, les watts, comme ceux d'une ampoule, ont peu d'utilité pour évaluer les risques biologiques ou les risques publics en santé. Les champs électriques et magnétiques, les électrons, les protons, les molécules et les virus sont des choses qui sont appropriées pour la santé. Les watts, c'est approprié pour le réseau d'Hydro-Québec. Et on faisait la moyenne sur 1 kilogramme ou sur 1 gramme et sur 6 ou 10 minutes en ignorant complètement et délibérément des cibles biologiques qui sont très rapides et qui sont toutes petites, les électrons et les protons par exemple. Donc, si vous ne voulez rien voir dans les effets biologiques, vous utilisez des variables inappropriées, la chaleur, sur des échelles ridicules, des kilogrammes et des 30 minutes. Pourquoi est-ce que les risques réels ont été mis de côté par les militaires? Et ça a été assez bien documenté tout ça. Ce n'est pas que les militaires croyaient qu'il n'y avait pas de risque vis-à-vis des ondes électromagnétiques. À une conférence de la US Navy en 1953, le commandant Brodie, qui était très important dans cette question-là, dit « Nos soldats sont souvent en péril dans les forces armées. En d'autres termes, on ne peut pas considérer qu'on devrait les protéger complètement. » Et on savait à cette époque-là qu'il n'y avait pas de cas mortels inventoriés suivant une irradiation électromagnétique. En d'autres termes, il n'y avait personne qui en était mort. Et le Department of Defense des États-Unis a déclaré « On ne peut se permettre un programme qui contrôlerait tous les risques. » Donc, les militaires ont admis qu'ils avaient la philosophie de, je dirais, de laisser des risques dans leurs standards. Et en définitive, pour les militaires, c'est une situation qui se défend parce que personne ne perd une guerre à cause du cancer ou de la stérilité de ses soldats. Mais ce qui s'est produit, c'est que dans les décennies suivantes, ce qui a été appliqué aux militaires est devenu applicable à tout le monde. Et les irradiations se sont répandues à tous et sont devenues plus fréquentes et plus intenses. Mais le standard n'a pas vraiment évolué. Alors là, j'ai une diapositive, une image qui vous montre ce que sont les conséquences sanitaires d'une augmentation du niveau des radiations. Si on déploie la 5G, il y aura beaucoup plus d'exposition aux radiations électromagnétiques. Et c'est en partie à cause des caractéristiques physiques dont j'ai parlé tantôt, et également à cause du fait que la 5G, c'est la base de l'Internet des objets. Et l'intention de l'industrie, c'est de mettre le plus possible d'émetteurs dans votre environnement. Comme dirait Tom Wheeler, l'ancien boss de la FCC, « We're not done ». En d'autres termes, ils veulent mettre des émetteurs dans tout ce que vous avez à aller acheter, parce que dans leur esprit, il faut que sur la planète, chaque grain de sable communique avec tous les autres grains de sable. Ça maximise le marché potentiel pour leurs émetteurs. Le problème, c'est que pour se concentrer uniquement sur le cancer,
Parce qu'en réalité, je pourrais vous parler de nombre de maladies qui ont été documentées comme étant reliées aux ondes électromagnétiques. Mais le cancer est très bien documenté parce que c'est une maladie avec laquelle on vit depuis un certain temps, on a des registres et tout ça. Mais il y a beaucoup d'études qui ont estimé l'impact des radiations électromagnétiques et qui ont montré que le cancer est augmenté par les signaux des cellulaires. Récemment, il y a 2 études majeures chez l'animal, le US National Toxicology Program, publié en 2019, et l'étude sur les tours cellulaires du Ramazzini Institute d'Italie. Toutes les 2 ont confirmé que les émissions des cellulaires causent le cancer, que ce soit un téléphone contre votre tête ou que ce soit la tour qui est à 200 mètres. De plus, l'Agence internationale de recherche sur le cancer, et je montre sur cette diapositive-là 2 rapports d'environ 300 pages qu'ils ont produits, a confirmé que les ondes de basse fréquence et les ondes de haute fréquence étaient possiblement cancérigènes. Et d'ici 2 ans, elles vont revoir très probablement à la hausse la classification des ondes électromagnétiques. Actuellement, c'est 2B, et à mon avis, ça pourrait monter à 1. Donc, un cancérigène de classe 1, ça veut dire un cancérigène confirmé chez l'humain. Est-ce que c'est un bon moment, actuellement, pour augmenter notre exposition à ces radiations-là? Naturellement, pour l'industrie, n'importe quel moment est bon, même les moments de pandémie, pour installer et pour vendre de l'équipement. Donc, les émissions des cellulaires sont non seulement reliées au cancer du cerveau et aux neurones acoustiques, ils sont aussi reliés au cancer infantile, Cherry en 2002, à la mort prématurée si vous avez déjà un cancer, tel que montré par d'autres en 2011, de même qu'au cancer après une utilisation cumulative de 1000 heures ou plus de téléphone cellulaire. Donc, pensez au nombre d'heures que vous avez utilisé un téléphone cellulaire. Si vous avez utilisé ça dans votre vie plus que 1000 heures, vous avez une probabilité altérée, augmentée d'avoir le cancer. Et je donne dans cette diapositive-là un nombre de références sur ces études. Et j'ai une diapositive ici qui montre les résultats qui ont été obtenus à la tour Sutro à San Francisco. En d'autres termes, à San Francisco, sur une colline, il y avait une grande antenne de cellulaire et le docteur Cherry a évalué les probabilités d'avoir la leucémie suivant la distance qu'on se trouve de cette antenne-là. Et vous allez voir sur la courbe que plus on est proche de l'antenne de Sutro Tower, plus on a des chances d'avoir la leucémie. Et ça, c'est pas neuf. La raison pour laquelle en Italie, il y a très peu de réceptivité vis-à-vis des ondes électromagnétiques, c'est à cause des tours de Radio Vatican. En d'autres termes, Radio Vatican a de très grands émetteurs et dans les régions avoisinantes, il y a eu des risques relatifs, des augmentations du taux de leucémie qui allaient jusqu'à 7 fois. Donc, c'était très difficile à nier, bien que la région autour était peu peuplée, c'était quand même très significatif. Et cette haute diapositive-là, haute en couleur, montre l'étude en Amérique du Sud, à Belo Horizonte, une des villes les plus grandes d'Amérique du Sud, qui a un excellent système de santé publique, où on a évalué quelle est la probabilité de mourir d'un cancer qu'on est déjà si on implante une nouvelle tour cellulaire autour de vous. Et ce qu'ils ont déterminé, et c'est la courbe que je présente ensuite, c'est que si on installe une tour de cellulaire tout près de votre maison, vos chances de mourir d'un cancer que vous avez déjà sont augmentées de 45% par rapport au niveau de base. Et cette mortalité-là se produit en généralement 2 ans après l'installation. Donc, ça, c'est une étude qui est un peu particulière parce qu'elle ne cherchait pas à déterminer s'il y avait plus de cancer, comme celle de Cherry. Elle cherchait à déterminer si le fait d'avoir de cancer, on était plus à risque en étant exposé aux ondes électromagnétiques. Et la réponse était, de manière éclatante, absolument oui. Tout ça a amené à des divergences d'opinion. Et je présente un graphique ici qui montre à droite en jaune. Qu'est-ce qu'on montre? Les limites plus ou moins qui sont favorisées par une institution qui a été fabriquée par l'industrie pour protéger ces standards qui s'appelle International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.
Ils ont recruté des gens qu'ils aimaient, ils ont regroupé ensemble, ils ont dit, vous autres, vous êtes, je dirais, le standard universel pour la protection des ondes électromagnétiques. Mais naturellement, à mesure que les données sortaient, il y avait des opinions très différentes qui sortaient vis-à-vis des niveaux qui étaient sécuritaires. Et à gauche, ce que je vous montre, c'est les niveaux de l'Association médicale autrichienne, et au milieu, en bleu, European, qui est un autre rapport. Et vous voyez que les différences entre ce qui est recommandé par ICNIRP et par le gouvernement canadien et par le gouvernement américain, soit la FCC, et par le gouvernement anglais sont énormes comparées à ce que je dirais, de vrais hygiénistes et des gens en santé publique, eux, considèrent sécuritaire. Multiplication des antennes. Une des grandes conséquences de la 5G, c'est que il va y avoir une antenne qui va venir se planter tout près de chez vous. Cette antenne-là va être un nouveau type d'antenne 5G. Elle va vous irradier plus. Donc, si vous croyez les données de Cherry et les données de Dole et les données de plusieurs autres, vous allez probablement être soumis à une augmentation de vos chances d'avoir le cancer. Comment est-ce que ça fonctionne? Là, j'ai une photo qui montre des maisons et qui montre qu'à peu près à tous les 100 mètres, ou un peu plus, on a une antenne de cellulaire qui doit s'ajouter. Parce que ces ondes-là ne voyagent pas bien. Donc, contrairement à la radio AM et la radio FM et aux cellulaires du passé, qui étaient des fréquences plus basses, ces ondes-là ne voyagent pas bien. Donc, il faut avoir des antennes un peu partout. Et une des choses qu'il faut savoir sur ces antennes-là, c'est que ces antennes-là sont tout autant capables de recueillir des signaux de chez vous que de vous donner les data ou les bits que vous avez réclamés. Donc, un système comme ça peut facilement être, je dirais, bonifié avec des caméras. Et essentiellement, il y a beaucoup de gens qui craignent le déploiement de la 5G parce qu'effectivement, ça peut devenir un système de surveillance pratiquement universel. Êtes-vous prêt à mettre en place des systèmes qui donnent le potentiel à quelqu'un qui a de l'influence de savoir tout ce que vous faites? Et ça, c'est une question extrêmement importante parce que c'est une question qui vient sur le tapis lors de l'installation du 5G. Naturellement, ce n'est pas tout le monde qui est content de ça. Et vous pouvez voir ici que, apparemment, il y a une installation 5G, puis il y a des gens qui ont fait des graffitis dessus, parce qu'il y a énormément d'opposition dans le monde vis-à-vis de ça. Et finalement, il y a un grand enthousiasme dans l'industrie pour tout ce qui est neuf. Ici, on montre une automobile qui va être truffée de toutes sortes de méthodes et de détecteurs. Une grande partie d'entre eux sont basés sur des radiations électromagnétiques. Et donc, l'environnement de votre voiture va devenir quelque chose de très insalubre à long terme. Et effectivement, on peut faire des mesures dans les voitures électriques. On se rend compte qu'un bon nombre d'entre elles sont très pauvrement blindées vis-à-vis de l'exposition des occupants. Donc, il y a beaucoup de cas où on a relevé qu'il y avait des grands manques de l'ingénierie automobile vis-à-vis de la protection des utilisateurs de voitures hybrides ou de voitures électriques. Récemment, il y a un État américain, l'État du New Hampshire, qui a constitué une commission pour étudier les conséquences environnementales et sanitaires de la génération 5G. Et ce comité-là, pendant 1 an, a étudié la question. Il y avait des gens de différentes directions, incluant des gens de la Cellular Telephone Industry Association. Et ils ont fait 15 recommandations qui n'étaient pas nécessairement absolument unanimes parce que vous pouvez vous attendre à ce que les gens de l'industrie des cellulaires ne soient pas d'accord avec tout. Et une des recommandations, on nous dit ici, on demande que les antennes sans fil dans l'avenir soient, je dirais, à une certaine distance minimale des propriétés privées, des résidences, des entreprises et des écoles.
Et ils disent ceci devrait être, devrait être imposé par les municipalités pendant la délivrance des permis, à moins que tous les gens à proximité signalent qu'ils sont absolument d'accord pour être irradiés. Et dans l'appendice K de ce rapport-là, on dit que la distance minimale d'une tour à toute personne humaine devrait être de 500 mètres. Et donc, 500 mètres, c'est la distance à laquelle on a documenté qu'il y a des effets négatifs des antennes de cellulaire sur la santé. Vous pouvez vous imaginer que si on impose ça au 5G, il n'y a pas de 5G. Donc, je crois effectivement que la volonté de ce comité-là, c'était de faire un stop sur le déploiement de cette technologie-là. Et vous savez, le New Hampshire, Live Free or Die, l'intrusion des grandes corporations dans leur vie privée, ne sont pas très favorables. Ils veulent donner à l'individu le choix d'être irradié ou non. Est-ce qu'il y a des bienfaits pour la société dans la 5G? Naturellement, vous allez pouvoir télécharger votre film de 3 heures un peu plus vite. C'est merveilleux ça, c'est vraiment merveilleux tout ça. Et les gens assument en fait que le fait d'avoir des téléphones cellulaires, c'est une grande bonification du point de vue de l'efficacité économique et de la productivité des travailleurs. Et là, ce que je vous montre, c'est un diagramme qui montre que dans les époques, à partir de 1980 à peu près 2010, où on a introduit les systèmes cellulaires, la productivité des travailleurs aux États-Unis a diminué. En d'autres termes, ce que je vous projette comme idée, c'est que les téléphones cellulaires, c'est extrêmement pratique. Et à cause du fait que c'est un ordinateur, et à cause du fait qu'il y a des caméras, ça peut servir à toutes sortes de choses. C'est vraiment très utile. Mais d'arguer qu'ils sont nécessaires pour la productivité économique, c'est un mensonge. Parce que pour la personne qui utilise son téléphone de manière parfaitement efficace, en faisant de grosses économies de temps et d'efforts, il y en a beaucoup plus qui peuvent se disperser à faire des recherches inutiles, à faire toutes sortes de choses, à envoyer des images de chats. Et finalement, sur l'Internet, il y a une grande prolifération de logiciels automatiques qui occupent déjà à peu près 40% du travail sur l'Internet. Ce sont du trafic de publicité ou du trafic criminel, des logiciels qui essaient de voler des données ou de saboter des sites de compétiteurs. Donc, l'Internet, en tant que tel, est un endroit très complexe. Mais en résumé, le téléphone cellulaire est une libération personnelle. En d'autres termes, ça a des aspects psychologiques extrêmement plaisants. De dire que c'est un aspect de la productivité économique, ça n'est pas soutenu par les données du tout. En fait, c'est l'inverse. Et la 5G a un autre inconvénient très majeur, c'est que ça prend énormément d'énergie parce que tout circuit électronique, sa consommation d'énergie est proportionnelle à la fréquence. Donc, si le 5G se distingue en allant vers les hautes fréquences, l'énergie qui va être nécessaire pour l'activer va être très, très grande. Alors là, j'ai des commentaires par des gens qui, dans le fond, ont une expérience étendue de ce système-là. Le premier, c'est par Soumya Sen, c'est un professeur d'information et de decision sciences à l'Université du Minnesota. Et il nous confirme, je traduis, la station de base 5G utilise à peu près 3 fois plus d'énergie que le 4G à cause de sa méthode de fonctionner. C'est inévitable. Par contraste, la fibre optique opère à des niveaux minuscules, absolument minuscules. Je vous donne un chiffre qui peut-être ne voudra pas dire beaucoup de choses pour vous, mais à cause du fait que c'est confiné à l'intérieur d'un brin, essentiellement de verre, c'est moins d'1 picojoule par bit. Donc, il y a milli, après ça, il y a micro, après ça, il y a nano, puis après ça, il y a pico. Ça, c'est tous des facteurs de 1000 que je viens de mentionner. Le ministre des Finances de Chine, Liu Jiwei, il nous dit « La technologie 5G existante est extrêmement immature.
des centaines de billions d'investissements ont été déployés. Les coûts d'opération sont très élevés. On ne peut pas trouver de scénario d'utilisation de la 5G. Et ça va être très difficile pour nous de digérer cet investissement-là dans l'avenir. Et le fondateur de Huawei et le CEO, Ren Zhenghuai, il dit « Ce que les gens veulent avoir actuellement, c'est broadband. En d'autres termes, d'avoir un service Internet rapide. Et le contenu principal de 5G, ce n'est pas du broadband. Et il dit, en fait, les sociétés humaines n'ont pas un besoin urgent pour la 5G. Donc, toutes ces indications-là suggèrent que le 5G est un flop commercial, bien que ça ne sera pas reflété dans les commerciaux, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe en Chine, qui est un peu en avance sur le reste du monde vis-à-vis du 5G? Bon, des systèmes 5G qui sont déjà installés en Chine, on les ferme 12 heures par jour parce qu'il y a très peu de personnes qui les utilisent. Et 73% des consommateurs chinois pensent qu'ils n'ont pas besoin de téléphone 5G, bien que les Chinois adorent les nouvelles technologies. Et c'est un livre blanc qui s'intitule « The 2020 China 5G Economic Report », publié par l'Académie chinoise de l'information et des technologies de communication. Ils disent « C'est difficile pour les consommateurs ordinaires et pour des utilisateurs de l'industrie de voir les bénéfices à long terme de la 5G. » Donc, ça n'est pas un succès. Donc, parlons maintenant des gouvernements coercitifs et comment on en est arrivé là. Nos gouvernements, en général, n'ont pas une très bonne performance lorsqu'il s'agit de nous protéger des risques environnementaux chroniques. Vous le savez probablement à cause des événements récents du COVID-19, mais on a une longue histoire d'incapacité des gouvernements à agir correctement. Pour ce qui est de la pollution de l'air, j'ai une diapositive ici à gauche où on voit un Bobby à Londres, en 1952, où 14 000 personnes sont mortes en quelques jours à cause du smog, de la pollution atmosphérique. Et ça a marqué, je dirais, la psychologie humaine au point où, après ça, on a commencé à prendre la pollution de l'air au sérieux. Alors qu'autrefois, on se disait, bon, on envoie ça dans l'air, puis ça se perd. Si vous avez fait de l'alpinisme, vous devez savoir que de l'air, sur la Terre, il n'y en a pas tant que ça. Vous n'avez pas besoin de grimper très haut avant d'en manquer. Donc, si vous avez beaucoup d'industries qui salissent l'atmosphère, il y a des conséquences. Et la situation des gouvernements vis-à-vis des ondes électromagnétiques, au Canada seulement, le gouvernement fédéral engrange 1 milliard de dollars par année pour permettre la pollution de l'environnement électromagnétique. En d'autres termes, ce serait une grosse perte financière si on devrait nettoyer cet aspect-là de l'environnement. Donc, on a un problème vraiment de conflit d'intérêts profond et ça illustre encore qu'avec un agent menaçant neuf, le gouvernement ne peut pas prendre ses responsabilités. Aux États-Unis, on a passé des lois. En d'autres termes, l'industrie se rend compte que les ondes électromagnétiques ont des effets sanitaires. Mais ils ont passé des lois, en particulier dans plusieurs pays, pour être immunisés contre toute poursuite ou toute responsabilité. Et ce que je vous montre, c'est un article dans un journal légal où on se plaint du fait que la FCC, la Federal Communications Commission aux États-Unis, a agi auprès des politiciens pour leur faire passer des lois qui empêchent toute poursuite vis-à-vis, par exemple, des cancers du cerveau déclenchés par les téléphones cellulaires. Ces poursuites-là existent aux États-Unis, mais ils traînent dans les cours pendant 20 ans. Ça ne va nulle part parce que la loi est contre eux. Et ça, ce sont des lois qui ont été passées par des politiciens qui ont été les victimes des lobbies de l'industrie. En Angleterre, c'est à peu près la même chose. L'évidence que les tours cellulaires augmentent les cancers et les maladies neurologiques, entre autres maladies, ne sont pas prises en compte ni aux USA, ni en Angleterre, ni au Canada. Donc,
En pratique, votre exposition à ces ondes est obligatoire. Vous n'avez pas le choix, d'après votre gouvernement fédéral, même si vous n'en avez pas besoin ou que vous n'en voulez pas. Votre seul recours, c'est de vous exiler ailleurs, sur une autre planète, bientôt, parce que d'ici pas longtemps, il va en avoir partout si vous laissez la 5G s'installer. Et Industrie Canada a déjà le contrôle sur l'emplacement des antennes cellulaires. Mais il y a un groupe d'examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunication qui dépose un rapport. Et naturellement, ces groupes-là sont complètement sous l'influence de l'industrie et ils recommandent de donner au gouvernement fédéral encore plus de contrôle sur le placement des antennes au Canada. Donc, l'industrie a déjà les pieds en place vis-à-vis des politiciens qui, dans le fond, n'ont pas les moyens en temps ou même les moyens intellectuels d'examiner ces questions-là en détail. Et malgré le fait qu'il y a un comité du gouvernement fédéral formé de nos députés qui est recommandé d'agir de manière différente, ça a été totalement ignoré par le gouvernement, probablement à cause d'intérêts commerciaux. Alors, ça c'est un appeal, international appeal, qui a été fait par un grand nombre de personnes au monde pour dire au gouvernement de ne pas installer la 5G, parce qu'effectivement, ça allait augmenter la radiation électromagnétique de tout le monde. Et il a été signé par un grand nombre de personnes. Et en fait, pour réveiller les gouvernements, je ne sais pas ce qu'on peut faire, on a besoin d'encore plus de politiciens comme ceux du New Hampshire. J'en ai fait la liste ici, de ces gens-là qui ont étudié la question pendant un an et qui ont décidé qu'il fallait agir, même si ça les mettait en conflit avec leur gouvernement fédéral. Alors, voyez-vous, dans cette diapositive-là, il y avait 8036 ingénieurs qui ont signé ce désir-là d'arrêter la 5G. Alors, pourquoi les ingénieurs, pourquoi est-ce que ces ingénieurs-là constituaient le plus grand groupe à signer la pétition pour enrayer la 5G? Qu'est-ce qu'ils pensent, ces ingénieurs-là, qui en fait sont des, je dirais, des serviteurs de la technologie? Pourquoi ils ont signé cette pétition-là? Alors, je vous donne 3 choix que vous pouvez utiliser. Premier choix. Ils croient que les effets néfastes des téléphones cellulaires, vus par l'Agence internationale de recherche sur le cancer, les études sur les humains, le National Toxicology Program, l'Institut Ramazzini, les rapports de Chu, de Repaccioli et de Lerchel, des études animales qui impliquent environ 4288 rats et 2180 souris. Parfois, on me dit, Dr. Héroux, vous étudiez ça, vous êtes biaisé. Je peux être biaisé, mais c'est beaucoup plus difficile de biaiser des rats et des souris. Eux, ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Eux, ils ont des tumeurs. Et quand on compte les tumeurs, on se rend compte que ces signaux-là sont néfastes. Et rapporté par le rapport Bioinitiative, c'est des rapports de scientifiques qui disent que soyez prudents, il faut contrôler cet agent-là. Ils pensent peut-être que c'est véridique tout ça. Deuxième possibilité, sans tenir compte des effets sur la santé du tout, ils ne veulent pas courir le risque d'avoir répandu un agent cancérigène dans leur communauté, particulièrement si la cote de cancérogénicité des radiations électromagnétiques est révisée à la hausse par l'Agence internationale de recherche sur le cancer dans 2 ans. Donc, si ça devient un cancérigène de classe 1, c'est officiellement cancérigène et l'industrie va toujours le nier, mais l'Agence internationale de recherche sur le cancer, c'est l'autorité suprême sur la détection des maladies humaines. Troisième possibilité, ils croient qu'au-delà des questions de santé et de responsabilité, le génie peut réaliser les communications avec des méthodes plus avancées que le sans-fil et qui sont beaucoup plus favorables pour l'environnement, spécifiquement le réchauffement climatique. Donc, si on veut réduire notre consommation d'énergie, avoir une meilleure santé et tout ça. Et une chose que je viens d'oublier, c'est que il n'y a aucun assureur sur la planète qui veut couvrir le risque des compagnies de télécommunications. En d'autres termes, si vous regardez même dans votre police d'assurance domestique, c'est probablement écrit que votre assurance ne couvre pas les risques associés à l'exposition aux ondes électromagnétiques. Alors, il y a un rapport qui a été fait par l'État du New Hampshire où, effectivement, on montre
ce qu'il devrait faire ou dans quelle direction on devrait aller pour assainir notre condition. Et une des recommandations dit que tous les pôles ou tous les poteaux où il y a des émetteurs devraient être identifiés pour que les gens le sachent. Ils disent que toutes les écoles, toutes les librairies publiques devraient planifier d'éliminer le Wi-Fi, d'éliminer les radiations de l'intérieur de leurs murs et de le remplacer par des connexions sur fil ou des connexions sur Li-Fi, qui sont sans risque apparemment. Et on veut que toutes les antennes nouvelles qui sont installées ne soient pas installées plus près que 500 mètres de tout organisme humain, essentiellement. Évidemment, ça ne fait pas grand-chose pour les oiseaux et pour les... Et le problème, vous savez, je ne parle pas vraiment de ça dans cette conférence-là, mais c'est qu'il y a un aspect écologique très important. C'est que les insectes, eux, peuvent s'approcher très proche des antennes. Les oiseaux peuvent s'approcher très proche des antennes. Naturellement, les humains ne vont pas usuellement grimper dans ces antennes-là. Mais il y a un potentiel très grand de dommages vis-à-vis de l'environnement. On sait que même les arbres sont affectés. Et la recommandation numéro 10 disait qu'on devrait faire que quand on prend un téléphone et qu'on le met contre sa tête, il cesse d'émettre. En d'autres termes, on doit l'utiliser comme ça, un peu comme un walkie-talkie, et non pas se le coller sur la tête. Et ça, c'est une grande controverse. Vous savez que Apple a été pris à mettre sur le marché des appareils qui ne rencontrent même pas les normes thermiques du gouvernement fédéral américain. Et lorsque je remarque, ce que je vous montre ici, c'est un rapport de Swiss Re, qui est un de ces underwriters-là. Ça, c'est une compagnie qui assure les assureurs contre les risques considérables. Et dans le rapport, ils nous disent que l'industrie du sans-fil, ils le qualifient de « a dog off the leash », une industrie incontrôlée par personne. En d'autres termes, il y a eu tellement de lobby de ces entreprises-là auprès des gouvernements que les gouvernements les ont laissés faire ce qu'ils veulent. Heureusement, dans des gouvernements un peu plus sérieux, comme à l'Est, qui constituent quand même 44% de la planète, les normes sont inférieures à ce que l'on connaît ici. Comment réveiller les gouvernements? Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas réveiller un gouvernement qui fait semblant de dormir. C'est bien triste, n'est-ce pas? Macron traite la majorité des Français opposés au déploiement de la 5G de luddites. Vous savez ce que c'est un luddite? C'est des gens qui veulent vivre de manière primitive. Mais mon avis à moi, c'est que les Français sont peut-être un peu plus éveillés vis-à-vis des risques associés et ils vivent pas très loin de l'Italie. Ils savent ce que ça veut dire. Et peut-être que la vision de Boris Johnson, d'Angleterre, qui voit l'intelligence artificielle comme une menace, est plus exacte que celle de M. Macron. En d'autres termes, ce que Boris Johnson nous a dit, c'est que ces systèmes-là, si on les installe, peuvent être utilisés de manière, je dirais, enfin, vous comprenez. Et je vous laisse sur une paire d'images qui parle de l'expansion du sans-fil et est-ce que ça sert naturellement bien les entreprises de télécom, mais nous pousse-t-on plus de systèmes de communication que nécessaire? Vous devez avoir des livres, vous devez avoir un téléphone sur fil, vous devez avoir un téléphone sans fil, vous devez avoir la radio AM, vous devez avoir la radio FM, vous avez la télévision. Là maintenant, on veut vous pousser de la 5G. La plupart des gens ont de la difficulté à, je dirais, à mettre à zéro leur liste de courriels quand ils arrivent au travail chaque matin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de beaucoup plus de communication? Et qu'est-ce que ça va nous donner? Et à gauche, ici, on voit avec une petite rubrique, si Nixon pouvait téléphoner sur la Lune en 1969, pourquoi a-t-on besoin d'une tour cellulaire à chaque 100 mètres si ce n'est pas pour obtenir des informations sur nous? Et moi, je n'ai pas vraiment d'objection vis-à-vis de ce que l'industrie fait concernant les informations. Ce n'est pas vraiment mon domaine. C'est à d'autres, peut-être vous, de régler ça. Moi, j'ai des objections quand ça amène des augmentations de radiation qui vont affecter votre santé.
À droite, qu'est-ce qu'on voit? Apollo 11 a touché la surface lunaire en juillet 1969 avec un ordinateur de bord qui avait 4 kilobytes de mémoire et qui fonctionnait à 2 MHz. Les nouveaux téléphones ont une mémoire de 4 GB et fonctionnent à 2490 MHz. C'est un facteur de 1,245 milliard de fois plus élevé. Donc, vos réussites ne sont pas mesurées par ce que vous trimballez dans votre poche, mais plutôt dans ce que vous trimballez dans votre tête. Et il ne faut pas laisser la technologie prendre la place de l'humanité. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente Bernard Bousseau, directeur général chez Racine et Chamberlain, courtier d'assurance dommages. Bonjour, je me nomme Mireille Ado, je suis courtier en assurance de dommages chez Racine et Chamberlain depuis 3 ans. Alors, notre cabinet est une entreprise familiale, 4e génération. Elle a plus de 125 ans d'existence. Nous assurons assurance dommages, ça veut dire aussi bien une petite voiture qu'une très grosse entreprise. On a toute la gamme de produits. Mais particulièrement, nous avons un produit qui nous tient à cœur, c'est celle de l'assurance pour les églises. Effectivement, nous avons cette particularité-là, donc d'être un courtier qui se spécialise en assurance des églises. Donc, l'assurance des églises, pour nous, reste un produit phare parce que au sein du bureau, nous avons toute une équipe, dont moi en particulier, qui s'occupe de l'assurance des églises. En tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, je comprends vraiment les besoins des églises, les besoins des pasteurs et je suis là pour aider ces églises-là à trouver le meilleur produit d'assurance pour eux. En étant un courtier en assurance pour les églises, nous assurons à la fois une église qui est locataire, mais également une église qui est propriétaire du bâtiment. Donc, en dehors du bâtiment, nous allons assurer aussi les équipements de musique, les bancs, tous les biens que ces églises-là possèdent. En dehors des biens des églises, nous assurons également la responsabilité civile des églises. Il y a aussi une couverture qui est faite sur mesure, qui est la couverture des abus. Donc, c'est une couverture qu'on va venir vraiment retrouver dans le cadre des églises. En tant que monitrice de l'école de dimanche, donc en contact avec les enfants, nous savons que ces enfants-là sont parfois exposés, ça peut être aux abus moraux, des abus sexuels, des abus physiques. Donc, c'est vraiment important pour les églises de comprendre la pertinence de ce produit-là. Et nous sommes là, Racine Chamberlain et toute son équipe en arrière, dont moi et d'autres membres de l'équipe de l'assurance des églises sommes là pour accompagner les églises dans ce processus-là. J'ai aussi le privilège de choisir mes équipiers car ils doivent avoir un profil fait sur mesure pour cette clientèle qui est très nichée. Ce sont des personnes qui vont communier avec Dieu, évidemment. L'assureur est aussi un assureur qui répond avec des produits spécifiquement pour les églises. C'est aussi le moment où on va rencontrer tous ces gens pour vraiment comprendre leurs besoins. Et dans ce contexte-là, nous allons aussi faire de la prévention. Donc, on va aller visiter l'église avec le conseil d'administration, avec le pasteur, avec le prêtre, et s'assurer de bien comprendre les enjeux. On peut déjà tout de suite
lors de la visite, faire un plan de prévention pour essayer de réduire les chances d'avoir des sinistres. Évidemment, malgré cette prévention, il va y arriver des situations où il va y avoir des sinistres. Et là encore, nous devons accompagner les personnes, les assurés dans ce contexte pour prendre les bonnes décisions. C'est donc un projet qui, du début à la fin, nous amène à dire, nous, chez Racine Chamberlain, nous avons un profil pour répondre spécifiquement à des besoins très particuliers qui s'appellent des églises. Donc, le fait d'être un courtier qui assure les églises a un avantage. Donc, cet avantage-là, c'est d'être en contact avec les pasteurs, comprendre leurs besoins, parler le même langage, mais de surtout recevoir la prière et leur bénédiction avant de raccrocher le téléphone. Alors, si jamais vous avez des besoins de conseils, des renseignements, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler Racine et Chamberlain. Merci.